Les amis, durant les compétitions de football, nous voyons régulièrement de très bons joueurs évoluer et pour certains d'entre eux, des joueurs qui font parfois appel un peu au vice. Alors c'est pas forcément mauvais d'avoir un peu de vice, mais quand c'est gros, quand ça se voit, ça peut poser problème. Et beaucoup de joueurs à travers les Coupes du Monde qu'on a vues, à travers les championnats, à travers les différentes compétitions que nous avons vues, se sont fait surprendre ou non pour de la triche. Mais quand on parle de triche, on ne parle pas uniquement de joueurs, il peut y avoir aussi de la triche entourant une compétition. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler des plus grands moments de triche à travers l'histoire du football, que ce soit des joueurs qui ont à un moment donné un peu trop axé le vice, ou que ce soit des organisations parfois qui ont amené à des scandales plus ou moins importants. Vous allez le voir dans cette vidéo. Alors les amis, comme d'habitude, si vous appréciez mon travail, je le dis maintenant, pensez à laisser un pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à commenter cette vidéo pour me donner vous aussi des exemples de grands tricheurs dans le monde du football. Allez, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc les plus grands tricheurs, hommes ou compétitions de l'histoire du football. Je vous en sors quelques-uns, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est un choix que j'ai fait à partir de mes souvenirs et des instants qui m'ont marqué. C'est parti. Alors pour le premier, je vous amène à la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Vous voyez peut-être de quoi je vais parler, je l'ai déjà traité sur la chaîne. Évidemment, je veux rendre hommage au plus grand instant de triche certainement que le football a connu, Diego Armando Maradona contre l'Angleterre. C'est le deuxième but, il me semble, de l'Argentine dans ce match. Si vous revoyez le match, vous voyez à la fois le génie de Maradona et le vice de Maradona, parce qu'autant le premier ou le deuxième but, alors j'avoue que ma mémoire me fait un peu défaut, est splendide avec un ballon récupéré dans sa surface, dans sa moitié de surface du terrain. Il remonte l'intégralité de la surface adverse en dribblant plusieurs joueurs et même le gardien pour mettre la balle au fond des filets et marquer un but pour son équipe. Autant le but dont je vais vous parler maintenant est rempli de la triche caractéristique de Maradona. C'était un joueur qui pouvait à la fois avoir beaucoup de vertus et être un génie du football, et puis à la fois avait un visage et un côté très sombre, et ces deux buts, ce match en fait représente très bien ce joueur. Et lors de ce deuxième but, donc contre l'Angleterre, lors de ce but, premier ou deuxième, je ne sais plus, contre l'Angleterre, Maradona reçoit une passe et il prend le meilleur. On a l'impression aux images, on voit un peu de loin, les caméras, ce n'était pas encore les caméras de maintenant, on voit qu'il prend le meilleur sur le gardien adverse et il met un but qu'on pense être de la tête, mais que tout le monde finalement sur le terrain, sauf l'arbitre, a vu la main, je vous le mettrai dans l'image, a vu la main de Maradona claquer la balle pour l'emmener dans le but. Avec ces deux buts, l'Argentine gagne sa seconde Coupe du Monde après celle de 78. Tout le monde, encore une fois, a vu ce but sur le terrain et beaucoup de spectateurs et même de téléspectateurs ont pu voir que la main y était flagrante, sauf l'arbitre qui avait certainement un gros problème de myopie. Le but a bien été de la main et pas de la tête, et c'est sans doute le plus grand moment de tricherie de l'histoire du football. En tous les cas, dans la mémoire collective, je pense que c'est celui qui a laissé le plus de traces, et même vous, je suis certain que vous l'avez en tête ce but. Allez, pour le deuxième, je vous amène en Coupe du Monde 2002. On reviendra d'ailleurs sur cette Coupe du Monde 2002. Mais là, je vous amène sur un match bien particulier qui est le match entre le Brésil et la Turquie. Et là, les amis, si vous connaissez les talents de comédien de Neymar, vous allez voir qu'il a eu un sacré professeur avec
Rivaldo. Alors j'en ai parlé dans une vidéo, mais au moment où je tourne cette vidéo, la vidéo dans laquelle j'en ai parlé n'est pas encore sortie. Vous allez la voir et au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera déjà sortie. Donc vous aurez peut-être déjà vu un extrait où je parle de cette tricherie. Rivaldo est au corner, prend la balle, enfin non, n'a pas la balle, veut la balle, réclame la balle et nous avons le joueur turc Hakan Ünsal qui lui donne la balle en le jetant au sol et en mettant un coup de pied pour lui renvoyer. Pas vraiment d'animosité dans ce geste, mais Rivaldo reçoit la balle au niveau des cuisses, et là il se jette par terre, il se roule, il se met les mains dans le visage, sur le visage, comme s'il avait reçu la balle en pleine poire. Un geste très discutable de la part de Rivaldo et qui vaudra l'expulsion d'Hakan Ünsal. C'est une expulsion très sévère. Rivaldo a littéralement crié à la mort alors qu'il n'était même pas touché au visage. On verra ensuite avec les caméras que Rivaldo n'est absolument pas blessé. Et il faut savoir qu'après coup, Rivaldo écopera d'une amende de 7200 € pour ce geste, mais il commentera cette amende en disant qu'il ne regrette absolument pas cette action. Bravo l'artiste, en tout cas, il aura inspiré Neymar pour l'ensemble de sa carrière ensuite. Alors on continue ce petit florilège avec une organisation cette fois-ci. La Coupe du Monde 1966, les amis, elle a eu lieu en Angleterre, elle a été gagnée par les Anglais. C'est d'ailleurs la seule compétition que les Anglais ont remportée. Et parfois, certains se demandent si elle n'est pas un peu volée. C'est le contexte qui fait dire ça. Ça vient surtout des soupçons qu'avait João Havelange, un ancien président de la FIFA, qui indiquait qu'à l'époque, le président de la FIFA était anglais, que de nombreux arbitres, alors arbitres principaux ou arbitres assistants, étaient anglais pour les différents matchs et qu'on a beaucoup favorisé les nations européennes dans ce tournoi. Il y avait notamment des tensions entre les Anglais et la communauté sud-américaine avec le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Et ces trois derniers ont d'ailleurs dénoncé l'organisation de ce mondial. Alors la victoire de l'Angleterre n'a jamais été remise en cause, mais il faut dire que l'organisation a largement été en faveur du pays hôte qui lui n'était même pas favori de la compétition. Bref, je vous parle de cette Coupe du Monde 66, mais que dire les amis de la Coupe du Monde 2002, plus près de chez nous, plus proche de notre époque, vous l'avez certainement en tête, que dire de cette Coupe du Monde avec cet arbitrage vraiment bizarre en faveur de l'Asie et notamment de la Corée du Sud. On se souvient tous qu'il y a eu beaucoup de critiques et qu'elle a été entachée par l'arbitrage, beaucoup de critiques sur l'arbitrage. L'Italie, par exemple, qui s'est vu refuser plusieurs buts et puis qui s'est vu signaler d'un hors-jeu contre la Corée du Sud qui a valu son élimination alors que le hors-jeu n'était pas du tout... il n'y avait pas hors-jeu sur l'action. Tout comme l'expulsion sévère de Totti pendant les prolongations. Il y a aussi eu dans le match Espagne-Corée du Sud le refus d'un but en or et puis un hors-jeu signalé abusivement, c'était en quart de finale. Un tir au but d'un Espagnol aussi, bloqué par le gardien coréen alors que le tir aurait dû être retiré puisque le gardien coréen s'est avancé sur la ligne de but avant le tir de Joachim, il me semble. Bref, il y avait une espèce de conspiration visant à favoriser la Corée du Sud lors de cet événement, Corée du Sud qui arrivait jusqu'en demi-finale. Il y a même un arbitre qui a été accusé par un quotidien sportif espagnol d'avoir reçu une voiture du vice-président de la FIFA de l'époque, qui était, je vous le donne dans le mille, sud-coréen. Bref, beaucoup de suspicions dans ce mondial un peu cringe finalement, et encore plus que la Coupe du Monde 66, et puis, comme je le disais, plus proche de notre époque, donc plus marquant. Allez, on passe, on a vu des joueurs, on a vu une organisation d'un événement majeur, on va passer maintenant à un club et je vais vous parler de la Juventus. Et si la Juventus de Turin en Italie n'a pas toujours bonne presse, c'est aussi parce qu'il y a eu quelques scandales entourant ce club, et notamment des affaires de corruption. En 2006, la Juve a donc été accusée de tricherie, et notamment son directeur sportif Luciano Moggi, qui décidait tout simplement de la nomination des arbitres pour les matchs clés du championnat italien. Quoi de plus normal? Certains dossiers sont alors ressortis, comme en 2000, quand la Juventus devait arracher une victoire contre Parme pour s'offrir le titre. La Juve mène 1-0. Fabio Cannavaro, alors défenseur de Parme, marque le but égalisateur, mais l'arbitre refuse tout simplement ce but pour une faute inexistante soi-disant, bien entendu,
En dessous, il y avait Luciano Moggi. Mais là, ce que je vous dis, ce n'est pas simplement des allégations, hein, ça a été prouvé par la justice. Et donc, la Juve fait partie de ces clubs qui ont triché dans le passé et ils méritent bien leur place dans cette liste. Allez mes amis, parlons un petit peu de l'Olympique de Marseille. Ouais, je suis sûr que vous voyez où je veux en venir. La Ligue des Champions 1993, alors je ne vais pas dire que la Ligue des Champions a été achetée, hein, je ne suis pas de ce genre-là. Et non, je ne vais pas parler de corruption au niveau de la finale de la Ligue des Champions. Mais bien avant, il y a eu effectivement des soupçons de corruption à l'égard de Bernard Tapie pour avoir acheté un match. Mais c'est un match qu'on retrouve à quelques tours avant, un match contre Bruges où l'OM l'emporte 1-0. Or l'accusation a été portée par un ancien footballeur roumain. Et si c'est un footballeur roumain qui a porté cette accusation, c'est parce que l'arbitre de la rencontre entre l'OM et Bruges était roumain et un ami de ce joueur. Le joueur roumain affirme avoir rencontré l'ancien directeur du club, donc Bernard Tapie, à plusieurs reprises et aurait été chargé de faire en sorte que l'arbitre s'abstienne de donner un carton jaune au défenseur Basile Boli. Tapie expliquait que si Boli recevait un carton jaune, il serait sanctionné logiquement et il ne pourrait pas disputer en fait le match suivant qui était la finale contre le Milan AC. Tapie dit que si ça fonctionne, l'arbitre recevra 20 000 $. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a une affaire de tricherie et de corruption avec Tapie, on se souvient de l'affaire avec Valenciennes notamment. Néanmoins, celle-ci ne remet pas en cause la victoire de l'OM en finale, mais il y a ces soupçons sur le tour précédent. Alors le suivant, les amis, pour moi, c'est la plus grosse affaire de triche de l'histoire du foot, en tout cas la plus flagrante, et ça se voyait dès la retransmission du match. Je veux bien sûr vous parler du match entre l'Allemagne et l'Autriche lors du premier tour de la Coupe du Monde 1982. J'en ai fait une vidéo que je vous mettrai d'ailleurs quelque part par ici. Elle est intéressante, c'était vraiment le match de la honte, celui qu'on a nommé le match de la honte. Allez voir cette vidéo après avoir vu celle-ci. Ça se passe donc lors du premier tour. L'Algérie, qui est donc concernée et victime de cette tricherie, se retrouve dans un groupe assez difficile avec l'Allemagne, l'Autriche et le Chili. Et ils font déjouer les pronostics parce qu'ils s'imposent lors de leur premier match 2-1 contre les Allemands qui étaient bien trop confiants. Mal leur en a pris, ils se sont inclinés contre les Fennecs. Donc, pour être qualifié et être la première sélection africaine à passer le premier tour, n'importe quel résultat peut leur être favorable à ces Algériens lors du dernier match, sauf une victoire avec 1 ou 2 buts d'écart de l'Allemagne de l'Ouest face à l'Autriche. Alors j'ai détaillé un peu plus longuement comment s'est déroulé ce premier tour dans ma vidéo dédiée sur le match de la honte, comme je le disais. Mais voilà, le constat est là. Si l'Allemagne de l'Ouest gagne par 1 ou 2 buts d'écart face à l'Autriche, ces 2 dernières sélections seront qualifiées pour le tour suivant. Tout autre résultat est favorable à l'Algérie et permettrait à l'Algérie de passer. À la 10e minute, Roubesch ouvre le score contre l'Autriche. Les Allemands gagnent du coup 1-0, mènent en tous les cas 1-0 à ce moment-là. Et ensuite, plus rien. Ça joue à la baballe. Mais quand je dis ça joue à la baballe, c'est que ça se fait des passes et ça n'attaque pas. Les deux équipes sont satisfaites de ce résultat et, plus encore, peuvent éliminer l'Algérie. Et du coup, ils se font la passe entre eux, ils n'attaquent pas l'adversaire et ça déroule comme ça pendant 80 minutes. Mais c'est flagrant. J'ai même, dans ma vidéo, je l'ai même indiqué, le commentateur allemand ou autrichien, je ne sais plus très bien, était même dégoûté lui-même en demandant aux téléspectateurs de quitter leur poste de télévision. C'était affligeant, un spectacle vraiment affligeant sur le terrain. Il faut savoir à l'époque que les derniers matchs de groupe ne jouaient pas en même temps, donc on savait très bien ce qu'avait fait l'Algérie juste avant et on savait très bien quel résultat il fallait entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche pour pouvoir qualifier les deux équipes. Bizarrement, c'est ce qui s'est passé. L'Allemagne de l'Ouest a gagné 1-0, s'est qualifiée, l'Autriche est passée également, l'Algérie est passée à la trappe. C'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on joue les derniers matchs de groupe au même moment. C'était que 25 ans plus tard que Schumacher, le gardien allemand, avouera que le match avait été truqué et demandera à demi-mot pardon aux Algériens. Mais vraiment, c'était affligeant et pour moi, c'est le plus gros scandale de triche de l'histoire du football. Allez, je vous en donne un dernier un peu plus léger. Il concerne un gardien de but, Marvin Hitz, qui était l'ancien gardien de but d'Augsbourg. Lors d'un match face à Cologne en 2015, un penalty est signalé contre lui, contre Augsbourg. Lui fait mine d'aller parler un petit peu à l'arbitre, ça dure quelques temps et pendant ce temps-là,
il creusait derrière lui tranquillement avec ses crampons un trou sans que l'arbitre s'en aperçoive. Eh bien ça n'a pas manqué, quand le joueur de Cologne s'est avancé pour tirer le penalty, il a glissé sur la pelouse et l'arbitre n'a rien compris. C'est ensuite avec les caméras qu'on va s'apercevoir du geste de Hitz qui avait préparé son méfait quelques instants auparavant. Hitz reconnaîtra lui-même ce geste déplacé d'ailleurs et il se verra écopé d'une amende symbolique, 120 €. Voilà. Mais c'était intelligent là, c'était très vicieux. Ça aurait pu marcher sans caméra ou quelques années auparavant. On applaudit, on dit bravo ou on critique, c'est selon. En tous les cas, ça aura le mérite, il aura eu le mérite d'avoir essayé un truc un peu différenciant. Voilà les amis pour ce petit florilège de triche en tout genre, que ce soit au niveau des individus, comme on l'a vu, des compétitions, j'en ai parlé, ou des organisations. Je ne sais pas si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, c'est toujours intéressant de discuter autour de ces anecdotes un peu croustillantes. Parfois, ça vous a certainement rappelé des souvenirs. Quant à moi, je vous laisse là pour cette vidéo. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.